Bonjour, nous sommes le jeudi 9 décembre 2021 avec une journée qui semble pluvieuse. Nous avons eu des chutes de neige fondante. Ça fait déjà 4 5 jours que nous avons la présence de neige fondante, je dirais même plus que ça. On a peut-être eu 6 jours de neige fondante par intermittence durant le mois de décembre. Donc c'est-à-dire que ça annonce peut-être un hiver qui sera peut-être un petit peu rude. Sachez qu'on n'est pas encore en hiver, bon on est que le 8. Dans 15 jours, nous y serons, mais le mois de décembre a déjà connu donc ses premières rentrées voilà, de chute de neige, mais de neige fondante. Euh, la température n'est pas encore propice à, bien sûr, à la chute de neige qui peut tenir, mais en attendant, bon, euh, la pluie est revenue. La pluie est revenue. En tout cas, hier, nous avons eu une bonne journée. Ben, les journées sont variables et fluctuantes. On ne sait pas comment peuvent se produire les journées, tellement elles sont changeantes, brusquement changeantes. Et bon, on a parfois une éclaircie, le lendemain, bon, on a des tombées enfin, des chutes de pluie ou de neige. Euh, Parfois même en soirée, le temps varie très fortement à un point tel que la température peut changer brusquement et devenir très froide en soirée. Et donc nous avons eu aussi connu un petit peu de verglas, la journée d'hier. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, euh, je m'excuse, nous ne connaissons pas de tempête de neige jusqu'à présent. Euh, Nous attendons l'hiver avec impatience pour voir ce qu'il va, euh, ce que nous allons endurer cet hiver 2021. Nous y sommes proches et nous, nous l'attendons avec impatience. Ceci étant dit, je vous présente un énoncé. Une roue dentée en bronze. Euh, bon, c'est une roue dentée en bronze. euh, Bronze coulé, c'est du bronze coulé. Elle pèse dans l'air 45 GRF. Alors GRF, ça veut dire gramme force. Et plongée dans l'essence dans l'essence. Et plongée dans l'essence, ben, elle ne pèse plus que 41 grammes force. Donc, plongée dans l'air. En fait, il y a quelque chose qui. Une roue dentée en bronze coulée pèse dans l'air 45 grammes force. Et plongée dans l'essence 41 grammes force. Bon, je vous rappelle que le gramme force, je dirais plutôt le kilogramme force, qui est un multiple. Le gramme force est un sous-multiple du kilogramme force. Eh bien, c'est une ancienne unité qui n'est plus utilisée de nos jours. Elle n'est plus utilisée de nos jours, mais malgré tout, quand on rencontre des problèmes, ben, quand les données sont présentes sous forme de gramme force, mais il faut pouvoir résoudre le problème malgré les unités qui sont anciennes. On demande quel est le pourcentage des constituants qu'elle contient et quel type d'alliage est-ce. Alors pour ça, je vais relire le problème avant de le résoudre. Donc on a une roue dentée. Bon, il y a des dents, mais ça c'est pas ça qui change c'est pas ça qui va changer le problème. Bon, ça veut dire que si je veux dessiner cette roue dentée, je pourrais la dessiner comme suit.
Le tout c'est de bien centrer le dessin. Voilà. Alors, elle est juste dentée. Donc, elle possède des dents. Voilà notre trou denté. Bon, je pourrais rajouter encore des dents si je veux. Voilà. Voilà, c'est une roue dentée. Mais sachez que c'est une petite roue dentée. Pourquoi? Parce que elle pèse à l'air. Donc à l'air libre, elle pèse 45 grammes force. Alors ça, c'est le système, on va dire système 1. Le système 1 est considéré, je veux dire, de la roue en bronze euh, pesée à l'air libre. Voilà, donc à l'air libre, elle pèse 45 grammes force. C'est ce que nous dit l'énoncé, hein. Donc une roue dentée en bronze coulé pèse dans l'air 45 grammes force et plongée dans l'essence 41 grammes force. Bah, on va le plonger dans l'essence. Et ça va constituer bien sûr notre système numéro 2. Donc cette fois-ci, c'est une mesure dans l'essence
qui constitue notre système numéro non plus 1 mais 2. Voilà, système numéro 2. Et alors la masse, quand on la pèse dans l'essence, eh bien c'est plus 45 grammes force, mais 41 grammes force. Et on demande la constitution quel est le pourcentage des constituants, donc en pourcent, hein, il faut le mettre en pourcent. Constituants, des constituants, et enfin, les constituants qu'elle contient, et quel type d'alliage est-ce? Quel type d'alliage est-ce? Eh bien, pour ça, on va se rendre sur Internet, on va aller rechercher quelques informations. La première des choses, je vous ai dit que le gramme force est une ancienne unité. Ça, c'est la première des choses. Donc, qui est basée bien sûr sur le multiple qui est le kilogramme force. Le gramme force étant un sous-multiple du kilogramme force. Le kilogramme force étant un multiple de gramme force. Et le kilogramme force est une ancienne unité pour laquelle elle est définie de la façon suivante. Le kilogramme force, ou ce qu'on appelle le kilogramme poids, donc 20e siècle, physique, ancienne unité de force, aujourd'hui remplacée par le newton, symbolisé par le kgf, kilogramme force, ou kilogramme poids kgp. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 1 kg force équivaut à la force d'attraction de la Terre sur une masse d'1 kg. C'est la force d'attraction de la Terre sur une masse d'1 kg et vaut environ 9,8 newtons. Donc c'est 1 kg force vaut 1,8 newtons. Bon, ça c'est la première des choses. Première des choses à savoir, c'est ça. La seconde, bon, c'est savoir qu'est-ce que c'est que le bronze. Alors le bronze c'est un nom générique qui était donné autrefois à tous les alliages de cuivre. Autrefois, bien sûr, ils vous disent bien autrefois, à tous les alliages de cuivre. Aujourd'hui, son sens est le plus souvent restreint aux alliages de cuivre ayant l'étain comme principal élément d'alliage. Voilà. Bon, maintenant, donc ici, dans ce problème que vous rencontrez ici, on demande le pourcentage si vous avez compris ce qu'est le bronze dans la définition actuelle, ben, il s'agit d'un pourcentage de cuivre et un pourcentage d'étain. Voilà. Et il faut rechercher ces pourcentages de cuivre et d'étain. Donc, le terme ARN désigne aussi le bronze en poésie et dans les textes littéraires ainsi qu'en campanologie où il désigne l'alliage utilisé pour la fonderie des cloches. Les bronzes sont pour la plupart composés de plus de 54% de cuivre, qui peut aller jusqu'à avoisiner les 95%, et d'une proportion variable, non seulement d'étain, mais aussi d'aluminium, de plomb, de beryllium, de manganèse et de tungstène, ainsi qu'accessoirement de silicium et de phosphore, mais pas de zinc en quantité notable, ne pas confondre avec le laiton. Ne pas confondre avec le laiton, dont le terme anglais brass ou brace est souvent traduit à tort par bronze. Leurs caractéristiques principales sont une bonne je parle maintenant du bronze, une bonne caractéristique une bonne résistance à l'usure, une résistance moyenne à la corrosion et une bonne conductivité électrique. On les utilise souvent comme matériaux de frottement en face de l'acier. La corrosion des pièces en bronze est une entrave à leurs usages dans le secteur de la marine et de l'industrie navale. Dans ce domaine, on leur préfère des alliages cupro-aluminium. Le point de fusion du bronze est d'environ 1000 degrés Celsius. Le bronze est travaillé par un bronzier. Alors vous voyez qu'à gauche,
enfin à droite, on a ce qu'on appelle une torque gaulois en bronze. Bon, c'est une espèce, voilà, c'est une parure gauloise. Histoire, ces alliages ont été pour la première fois utilisés pendant la période précisément appelée Âge du bronze, pour fabriquer des outils, des armes, des instruments de musique et des armures plus robustes et résistants que leurs prédécesseurs en cuivre ou en pierre naturelle. Cette période alors s'étend globalement de 3000 à 1000 avant Jésus-Christ. Donc ça demande avant Jésus-Christ, hein, 3000 ans, de 3000 à 1000 avant Jésus-Christ, c'était bon, l'âge du bronze. Mais avec des grandes variations suivant les régions, bien sûr, parce que, et les aires considérées, parce qu'une région n'était pas plus. Il y avait des régions plus développées que d'autres. Voilà, c'est comme à l'heure actuelle, il y a des pays plus développés que d'autres. Là, il y avait à ce moment, il y avait des contrées plus avancées que d'autres. Pendant l'âge du bronze ancien, le bronze est souvent composé d'un alliage à base de cuivre et d'arsenic. Cette période est nommée l'âge du bronze arsenic, employé comme durcissant, fondant, pour augmenter la brillance du métal. Cet arsenic est une impureté naturelle, contaminant le minerai de cuivre ou est ajouté intentionnellement comme adjuvant. Au bronze final se substitue à ce bronze arsenié un alliage cuivre éteint permettant de fabriquer des métaux plus résistants et ductiles. Âge du bronze éteint. L'étain étant difficile à se procurer à cette époque, de nombreux objets étaient fabriqués en alliage cuivre-plomb. Ce bronze étant de moins bonne facture que l'alliage cuivre éteint, puisqu'il est plus cassant. Donc ici, je ne veux pas aller jusque-là, c'est de se dire qu'il est composé juste de cuivre et d'étain, et rien de plus. Il n'y a pas d'autre alliage. C'est du cuivre et de l'étain. Bon, maintenant, quel est le pourcentage de cuivre, quel est le pourcentage d'étain? On va regarder après ça. Et enfin, il faut dire quel type d'alliage est-ce. Alors, quand on demande quel type d'alliage est-ce, c'est de se dire, c'est de se poser la question dans la courbe. On a les températures en, voilà, en horizontale, température, hein, en degrés Celsius ou en degrés Kelvin, peu importe. Et la température de chauffe. Vous voyez que les températures de chauffe, elles partent de 0, 200, 400, 600, 800, 1000, voire jusqu'à 1200 degrés, 1400, 1200. Et là, bien sûr, on a les températures d'un côté et de l'autre côté aussi. Hein. 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400. Et là, vous avez le pourcentage voilà, de cuivre et d'étain. Alors, ils sont complémentaires. Hein. Il suffit qu'on en donne un pour savoir ce que vaut l'autre. Voilà. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires parce que c'est sur une base de 100%. Donc, ce qui veut dire que dans le problème, ici, si j'en trouve un, pour l'autre, vous faites 100% moins le pourcentage trouvé pour l'autre. Ils sont complémentaires. Alors, quel type d'alliage est-ce? Eh bien, alliage binaire. Donc, binaire, c'est 2. Pourquoi? Parce qu'il contient du cuivre et de l'étain. Alors, vous regardez dans le diagramme que vous voyez là, les alliages de cette famille contiennent uniquement du cuivre et de l'étain. C'est normal parce que c'est un alliage binaire. On a omis les autres. Hein. On a omis les autres. À part quelques exceptions, ces bronzes contiennent entre 3 et 20% d'étain. On en distingue deux types basés sur les phases. Voilà, c'est le diagramme des phases. Les bronzes contenant uniquement la phase alpha contiennent jusqu'à environ 6% d'étain. Alors, si on trouve 6% d'étain, c'est un bronze de type de phase alpha. Si on va trouver un bronze avec un pourcentage au-delà de 16%, ce sera un bronze alpha plus delta.
Alors, les bronzes alpha sont des alliages pour corroyage. Leurs caractéristiques mécaniques, notamment la dureté, augmentent avec le taux de corroyage et avec la teneur en étain. Les alliages alpha les plus utilisés dans l'industrie sont CU95SN5. Donc, vous voyez que c'est des pourcentages, hein. 95% de cuivre, 5% d'étain, c'est l'UE5P. Alors, 92% de cuivre, 8% d'étain, c'est l'UE9P. Alors, 5%, c'est en dessous de 16%, donc c'est de l'alpha, hein. C'est de l'alpha. Voilà, c'est du bronze contenant la phase alpha. CU95 SN5. Alors, CU92 SN8, c'est du bronze alpha, parce que c'est en dessous de 16%. CU88, CU88, c'est 88% de cuivre et 12% d'étain. Et donc on est toujours dans le bronze de type alpha, de phase alpha. Enfin, c'est le bronze contenant la phase alpha. C'est le bronze contenant la phase alpha. Alors donc, je vous ai dit que c'est pour le corroyage, ça. Et les bronzes alpha plus alta sont des alliages de fonderie, utilisés notamment pour la fabrication des cloches et de miroirs. Alors, vous aurez compris que dans l'exercice ici, ce sera un alpha plus delta, en gros. Pourquoi? Parce que bon, c'est coulé. C'est coulé, mais on va quand même le calculer, hein. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, si on a, à mon avis, ça va être du l'alpha plus delta, à mon avis. Parce qu'on sera, voilà, c'est du coulé, donc fonderie utilisée notamment pour la fabrication des cloches et des miroirs. Les bronzes à cloches contiennent entre 20 et 25% d'étain. C'est la phase delta qui donne la sonorité. Cette phase est dure. Donc la sonorité des cloches, c'est parce que justement ils contiennent entre 20 et 25% d'étain. Alors on a aussi ce qu'on appelle les bronzes à miroir, sont composés de 30 à 35% d'étain. Moi, je ne crois pas qu'on aura ça dans les calculs ici, parce que voilà, c'est une pièce coulée ici. C'est une pièce, une roue dentée, qui s'apparente, on va dire, à une cloche. Au niveau construction, ça s'apparente à une cloche. Voilà. Donc vous voyez que supérieur à 16%. Alors il y a des bronzes avec d'autres éléments d'addition, on s'en fout ici, hein, par exemple contenant du plomb. Là il contient le CuSN7 PB6 ZN4 qu'on appelle UE7. Il contient voilà, 7% d'étain, 6% de plomb et 4% de zinc, et le restant c'est du cuivre. Le bronze au beryllium, avec un alliage de cuivre avec 2% en poids de beryllium, utilisé pour ses propriétés mécaniques remarquables en raison de sa grande dureté, voilà, et ainsi de suite. Bon, donc ce qui veut dire que probablement ici on va se situer, ça va être un bronze contenant une phase, à mon avis, alpha plus delta, c'est-à-dire au-delà de 16%. Au-delà de 16%. Bon, la première chose à faire, c'est d'aller chercher les masses volumiques. Alors, la masse volumique, vous devez connaître quelques masses volumiques, hein, je vous le dis tout de suite. Notamment celle de l'eau qui est assez simple. Il y a de l'eau de mer, l'eau de... Voilà, ça dépend. Nous, on n'est pas l'autre. Nous, on n'est pas l'autre. Bon, généralement, l'eau, vous prenez 1000, mais si c'est pas 1000, on vous dira combien ça fait exactement. Mais bon, généralement, on prend 1000 pour l'eau, 1000 kg par mètre cube. Alors, pour l'essence, j'ai fait un problème sur l'essence. Vous devez connaître le problème. Vous devez connaître maintenant la masse volumique de l'essence, puisque j'ai fait des problèmes concernant la masse qui faisait référence à des objets plongés dans l'essence. Donc à ce moment-là, vous devez connaître la masse volumique de l'essence. Bon. Vous aurez compris que c'est le problème d'Archimède, hein. C'est le principe d'Archimède. C'est un problème relatif au principe d'Archimède. Parce que bon, vous avez deux systèmes où on a le poids dans l'air et le poids
dans l'essence, donc dans un liquide. Dans un liquide. Et vous voyez que là, vous avez la poussée d'Archimède parce que il ne reste plus que 41 grammes force. Donc ça, c'est la poussée d'Archimède. Donc vous aurez compris que c'est le principe d'Archimède. Mais dans le principe d'Archimède, vous devez connaître beaucoup de choses. Le principe d'Archimède ne dit pas que vous devez connaître uniquement l'énoncé, c'est-à-dire tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée de bas en haut et égale en valeur au poids du liquide déplacé par le corps. Bon, mais ça ne suffit pas. Hein. Bon, vous pouvez faire, bon, voilà, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut quelques connaissances supplémentaires parce qu'il faut connaître quelques masses volumiques parce que justement, et bien sûr, savoir mettre en équation et savoir résoudre des systèmes d'équations. Donc, le fait d'entrevoir le principe d'Archimède, c'est pas que connaître son principe par cœur. C'est une chose, mais ça ne suffit pas. Vous devez savoir résoudre des systèmes d'équations et de mettre les équations en place et de connaître les unités adaptées. Notamment ici, on parle d'ancienne unité, le kilogramme force ou plutôt le gramme force. Mais il faut retrouver son unité, enfin remettre en. Ici, je travaille en gramme force, hein, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je vais vous montrer que c'est pas un problème. Bon. Alors, sachant cela, je vais aller rechercher. Enfin, aller rechercher, non, mais vous devez connaître la masse volumique de l'essence. Alors, le rho de l'essence, l'eau c'est 1000 kg par mètre cube, bien sûr, et l'essence c'est 700 kg par mètre cube. Le rho de l'essence, rho essence, vaut 700 kg par mètre cube. Bon, à partir de là, on peut mettre ces équations. Hein. Maintenant, on a assez suffisamment d'éléments. Reste encore deux choses. Il faut les masses volumiques de cet alliage coulé. Je vous ai dit qu'il est en bronze. Alors, le bronze, je vais aller rechercher dans une table la masse volumique. Voilà, si dans Technosciences, voilà, vous avez toutes les masses volumiques ici. Alors, moi, je vais aller le rechercher à partir. Là, vous avez les pierres, hein, roches, minéraux, matériaux usuels, c'est pas ça. Vous avez les métaux et les alliages, c'est un petit peu ça, mais bon, je vais le prendre directement du tableau de Mendeleev. Voilà. Les liquides, les gaz, matière plastique, le bois selon l'essence et l'humidité. Et voilà, et ça c'est ça qui m'intéresse, c'est la masse volumique en grammes par centimètre cube dans le tableau de Mendeleev, bien sûr, à une certaine température. Ils ont pris ça à une certaine température ambiante, voilà, pression à l'état standard, c'est à l'état standard, hein, pression et température ambiante. Et bien sûr, vous avez un deuxième tableau de Mendeleev en dessous avec toujours les masses volumiques, mais cette fois-ci à leur point de fusion. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas leur point de fusion. Voilà, je vais aller rechercher à une température ambiante. Alors, la température ambiante pour le cuivre, c'est 8,96. Alors, 8,96 grammes par centimètre cube. Alors, on va aller rechercher le rho de l'étain. SN qui se trouve là, 7,99, 7,29. 7,29. 7,29 grammes par centimètre cube. Et bien maintenant, nous avons toutes les données pour fonctionner, pour mettre les équations. Maintenant que tout est établi, il n'y a plus qu'à faire les équations pour trouver la composition. Avec ce qu'on a, ça suffit pour trouver la composition. Alors, comment mettre en place les choses? On a la poussée d'Archimède, bien sûr. Hein. On a la poussée d'Archimède. Tout d'abord, quand on va faire le système numéro 1, c'est dans l'air. Et le système numéro 2, c'est dans l'essence. Ça veut dire que la poussée d'Archimède sera une différence entre
si vous voulez, le poids réel, moins le poids apparent. Voilà, et là, on aura la poussée d'Archimède. Alors, pour ce qui est de la poussée d'Archimède, ben, c'est le liquide, il faut prendre en fait, c'est le liquide, c'est le poids du liquide déplacé. C'est comme si on n'avait pas la roue. C'est comme si on n'avait pas la roue, mais le poids d'essence. C'est le poids d'essence qui prend la place de la roue, si vous voulez. On a retiré la roue, et cette roue-là, formant un volume, eh bien, ben, c'est comme si on avait ceci. Bon, je vais aller chercher cette roue. Pour l'instant, elle est en bronze, cette roue. Voilà. Le fait voilà, le fait de l'extirper de l'essence laisserait un volume rigide. On pourrait imaginer ça comme si on avait un volume rigide d'essence. C'est comme ceci devient un volume d'essence. La roue devient un volume de roue d'essence et non plus un volume voilà, de bronze. C'est un volume, c'est un volume, en fait, un volume, voilà, de liquide déplacé. Un volume de liquide, mais il s'avère que si le liquide, c'est de l'essence. Donc ça, c'est un volume d'essence. Vous pouvez imaginer ça comme un corps rigide, habillé, je veux dire, par une surface très fine, mais rigide. Une surface très fine, mais rigide. Et donc, c'est un volume liquide, descente, qui prend la place, qui prend lieu et place de la roue. Voilà, donc ça, c'est un volume liquide, c'est un volume d'essence. C'est plus le volume de bronze. Voilà. Et quand on extirpe ça, ben ça, c'est le volume, on a un volume immergé. Alors, le volume, la poussée d'Archimède, c'est le volume immergé par, bien sûr, immergé par la roue dans l'essence, fois le rho du liquide qui est rho de l'essence, fois la gravitation. Voilà. Et ça, c'est égal au poids réel moins le poids apparent. Alors, le poids réel, c'est le poids dans l'air, c'est le système numéro 1. Et ce système, donc, on sait bien qu'il vaut, il pèse plus lourd dans l'air, c'est normal. Il vaut 45 grammes force. Mais attention que je vous rappelle que 1 kg force égale 9,8 newtons. 9,81 newtons, 1 kg force. Voilà. Donc, voilà, parce qu'on est en kg force. Donc ça correspond, il faut faire fois 9,81 pour avoir en newton. Voilà. Attention qu'on est quand même en grammes, hein. Donc je vais remettre en kilos. Alors pour avoir en kilos, c'est 10 moins 3. Fois 10 moins 3 kg force. Et pour avoir en newton, ben, je fais fois 9,81. Et là je l'aurai en newton. Donc, mais 9,81 c'est G. Hein. Je fais fois G pour avoir en newton. Alors maintenant, je fais la même chose avec le poids par an. Mais le poids par an, il vaut plus que 41 grammes. Fois 10 moins 3 pour le mettre en kilos. Et fois G pour avoir en newton. Et ça, c'est déjà une équation pour laquelle on peut résoudre assez simplement. Puisque le rho de l'essence, il est connu. Le G, il s'élimine. Je peux simplifier par G partout. Donc ici, vous
voyez bien, c'est comme si on travaillait directement en grammes force. Je peux travailler, comme les G se simplifient, c'est comme si je travaillais voilà, en kilogrammes force. Ici, je travaille en kilogrammes force. Là, je travaille, c'est comme si je travaillais en kilogrammes force, parce que le G simplifie. Voilà. Donc, alors je vous rappelle que le volume d'immersion, l'euro de l'essence, il vaut 700 kg par mètre cube. On a 45 moins 41. Pour avoir en kilos, je multiplie par 10 moins 3. Et je divise par 750 pour avoir le volume d'immersion. Donc je vais, ça fait 45 moins 41, ça fait 4. 4 fois 10 moins 3, c'est 0,004. 0,00, c'est 4 millièmes, hein, divisé par 750. Et voilà, je peux avoir le volume d'immersion 0,004. 0,004 divisé par 750. Voilà, ça fait 5,33 fois 10 moins 6. 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 fois 10 moins 6. Bon, je prends les 3 premiers 3. Je travaille au millième. Ou au centième, je travaille au centième. Bon, je préfère travailler au centième. Bon, c'est moins précis, mais de toute façon, c'est bien que c'est tout des 3 derrière. Hein. Bon. Donc le volume immergé est de la roue, bien sûr, 5,33 fois 10 moins 6 mètres cubes. Voilà le volume immergé. Alors maintenant, ça c'est déjà une chose, on connaît le volume d'immersion, 5,33, mais ce volume d'immersion, ben, on a un volume est composé d'un volume de cuivre plus un volume d'étain. Voilà, ça c'est ma première équation. Bon, sachant que le volume d'immersion vaut 5,33. Bon, ma première équation. Ça c'est une équation de volume. C'est une équation de volume. On sait bien qu'il y a une partie volumique de cuivre et une partie d'étain qui est immergée. Alors maintenant, je vais faire une seconde équation, qui est l'équation des poids. Alors on sait bien que le poids total est égal au poids, on va dire au poids de cuivre plus le poids d'étain. Ça, c'est une équation de poids. Et on va travailler sur ces deux équations-ci. Sachant que le volume total d'immersion vaut 5,33 fois 10 moins 6. Donc ça, c'est nos deux équations à résoudre. 5,33 fois 10 moins 6. Alors le poids total, il vaut, c'est à l'air libre, c'est le poids à l'air libre. Hein. Alors le poids à l'air libre, il vaut 45 grammes force. Voilà. Alors, je peux travailler en grammes force. Hein. Du moment que toutes celles-ci travaillent en grammes force, on va regarder, je vais voir. J'ai 45 grammes force. Alors le poids de cuivre, c'est ρ cuivre fois G fois le volume de cuivre. Plus le ρ d'étain, enfin le poids d'étain, ρ étain, G fois le volume d'étain. Alors maintenant, si je multiplie ici par, là je suis en grammes force, alors je vais regarder les unités que je vais utiliser. Hein. Bon, dans un premier temps, là on sait bien qu'on est
mètres cubes, en mètres cubes. Alors, là, si je multiplie par G, et fois 10 moins 3, bon, le G peut se simplifier. Ça veut dire que, bon, là, ça veut dire que, dans un premier temps, si je multiplie par G, on est en Newton. On est en Newton. Maintenant, si je simplifie par G, je divise par G, ça veut dire qu'on travaille en kilogramme force. Là, je suis en kilogramme force. Donc, on a plus de G. Alors, le rho du cuivre. Bon, est-ce que je peux aller rechercher en grammes par centimètre cube? Parce que ce qui avait été trouvé, ce qui avait été sorti du tableau tout à l'heure, c'était en grammes par centimètre cube. Voilà, ça, c'était en grammes par centimètre cube. Le rho du cuivre, c'était donné en grammes par centimètre cube. Alors, si je mets, est-ce que je peux mettre en grammes par centimètre cube? Oui. En ce moment, je peux mettre 45 grammes. À place de 45 travailler en kilos, je peux travailler en grammes. Parce que de toute façon, on aura une simplification. Supposez, bon, je vais montrer ça ailleurs. Je vais le remettre ailleurs. Je vais retravailler ceci. Bon. Alors, celui-ci, il est en kilos. Il est en kilogrammes. Bon. Alors, le G s'est éliminé. Je vais retirer le G. Ah, on n'a plus que ça. Alors maintenant, là, il est en kilogramme force. KGF. Le rho, il est en grammes. Je dois faire fois 1000. Oui, 1960. Pour l'avoir en kilogrammes par mètre cube. Oui, 1960. Je peux travailler en grammes. En grammes force. Ici, je vais laisser en grammes force. Donc je retire. Là, ça c'est 45 grammes force. À ce moment-là, je vais mettre le rho du cuivre. Je vais travailler en grammes par centimètre cube. Ça fait 8,96 grammes par centimètre cube. Et celui-là, je vais mettre 7,29 grammes par centimètre cube. Alors la réponse va être trouvée, vous aurez compris, puisque j'utilise des grammes, grammes par centimètre cube, grammes par centimètre cube. Ici, je dois avoir des centimètres cubes. Centimètre cube, centimètre cube. Alors, pour avoir des centimètres cubes ici, oui, ici c'est pas, je m'excuse, c'est pas en kilos, c'est des volumes. Là, je suis en mètres cubes. C'est des mètres cubes. Je me suis trompé, je m'excuse, hein, c'est pas des kilos. Parce que c'est une somme de volume. Une somme de volume, c'est en. Ici, j'ai mis 10 moins 6, c'est en mètres cubes.
C'est pas en kilos, je m'excuse. Hein. J'ai fait une petite erreur, je m'en excuse. C'est pas des kilos. Parce que c'est 5,33, c'était un volume. Hein. C'était pas une masse. Voilà, c'était un volume. Ça, c'était un volume. Je l'avais mis en mètres cubes. 0,004 divisé par 750. C'était 5,33 fois 10 moins 6 mètres cubes. C'est un volume. Voilà, donc je peux revenir en arrière. J'avais fait une petite erreur parce qu'à un moment donné, j'avais dit que c'était des kilos, mais c'est pas des kilos, c'est Mais comme c'est des mètres cubes, pour avoir en centimètres cubes, puisque ici je vais travailler en centimètres cubes ici, là en centimètres cubes, pour harmoniser les équations, je suis obligé de mettre en centimètres cubes ici. Et pour mettre en centimètres cubes, je retire le 10-6. Parce que, justement, un mètre cube, c'est 10-6 centimètres cubes. Enfin, ici, c'est 5,33 fois 10-6 mètres cubes, ça fait 5,33 centimètres cubes. Voilà, comme ça, tout est bon. Et maintenant, les équations deviennent plus faciles. Elles deviennent plus faciles. Maintenant, là, c'est en mètres cubes. Maintenant, je peux travailler en centimètres cubes. Maintenant, j'aurai la réponse des volumes en centimètres cubes. Donc, il me faut d'abord trouver le volume pour trouver le pourcentage. Et maintenant, je vais résoudre le système de deux équations à deux inconnues. Maintenant, il suffit plus que de résoudre ça. Hein. Je veux dire, alors, je vais remplacer 5 VCU. Je vais faire par substitution, la technique de substitution. 45 égale 8,96. Volume de cuivre c'est 5,33 moins VSN plus 7,29 VSN. On n'a plus qu'une équation à une inconnue. Là, je vais calculer ce qui fait 7,29 VSN moins 8,96 VSN égale 45 moins 8,96 fois 5,33. On va calculer ça. « 7,29 moins 8,96 moins 1,67 moins 1,67 VSN VSN ici, hein, VSN VSN 49
49 moins 8.96 fois 5.33. 1,2432. 1,2432. À mon avis, il y a quelque chose qui est mauvais. J'ai fait une petite erreur quelque part. Parce qu'il ne doit pas avoir de moins. Donc, donc 45 égale 8,96. VCU c'est 5,33 moins VSN. Plus 7,29 VSN, tout est bon. Là. Ce qui fait 7,29 VSN moins 8,96 moins 8,96 VSN. Oui, là c'est déjà pas 49, c'est 45. « 45 moins 8,96 fois 5,33. Voilà, moins 2,75,66. 75,68. Et je peux calculer le volume d'étain. « 1,651. » Bon, je vais garder 1,65 cm3. Voilà. 1,65 cm3. Maintenant, je vais chercher le volume de cuivre. Alors, le volume de cuivre, on sait bien que la somme V étain plus V cuivre fait 5,33. Donc, connaissant le volume d'étain, je fais 5,33 moins le volume d'étain en utilisant cette équation-ci. 5,33 moins le volume d'étain fait le volume de cuivre. « 368. » Donc il y a plus de volume de cuivre que d'étain, 368 cm3. Et maintenant je vais chercher la masse de cuivre. Alors la masse de cuivre, donc c'est ρ cuivre G volume de cuivre. La masse d'étain, ρ étain G V étain. Alors le ρ du cuivre,
8,96, 7,29. Ah oui, non, ici c'est pas le poids que je calcule, hein. Je calcule pas un poids. Je calcule pas un poids, c'est mg, c'est un poids. C'est pas un poids, ici c'est une masse, donc je dois pas mettre le g. Je calcule une masse, c'est pas un poids. Donc il suffit de faire juste ρ fois V. Volume de cuivre 3,68. Volume d'étain 1,65. Alors, 8,96 fois 3,68. 32,97 grammes. 32,97 grammes. Sept virgule 29 fois 1,65. 12,03. 12,02. 12,02. Je vais faire la somme. Je dois trouver 45 grammes. En gros, hein. 32,97 plus 12,02. Ouais, 44,99. C'est parfait. 44,99 grammes. Voilà, environ. Ce qui fait presque 45 grammes. Hein. On a un fameux 45 grammes. C'est une question de précision, de calcul, mais tout est bon. Et maintenant, je vais regarder le pourcentage de cuivre. Connaissant les masses, hein, c'est un pourcentage en masse. Hein. Pourcentage de cuivre, c'est la masse de cuivre sur la masse totale. Le pourcentage d'étain, c'est la masse d'étain sur la masse totale, sachant que la masse totale, c'est 45 grammes. Et je vais rechercher la masse de cuivre. 32,97. 32,97 et 12,02. 32,97 et 12,02. On va calculer ça. 32,97 divisé par 45. 73%. 73,26%. On va mettre 73,27%. 73,27%. 12,02 divisé par 45. 26,71. 26,71%. Normalement, ça doit faire 100%. Si on a bien travaillé. 73,27 plus 26,71. 99,98%. 99,98%. Bon, ça c'est. Ouais, 2%. Il y a une imprécision de, voilà, de 2 centièmes dans mes calculs. Une imprécision de 2 centièmes. Bon, ce qui veut dire que là, on a 73% et 26% d'étain. Donc 73% et 26% d'étain. Donc vous avez bien vu, vous aurez compris qu'on est dans un bronze supérieur à 16%. C'est-à-dire alpha plus delta. Le type, voilà, il fallait répondre à la question quel type d'alliage est-ce? Mais c'est un alpha plus delta. C'est un alpha plus delta parce qu'on est au-dessus de 6%. Bon, maintenant, je dis pas qu'on a un UE5P parce que c'est 95% de cuivre. Voilà.
Ici, on a trouvé 70, en gros 70% de cuivre. 70, 70% de cuivre. Voilà, 70% de cuivre. Donc c'est même pas un 95% de cuivre, ni un UEP 5P, ni un UE 9P, ni voilà, un UE 12. Mais en tout cas, c'est un alpha plus delta. Alors les bronzes à cloche contiennent entre 20 et 25% d'étain, et c'est le cas ici. Donc c'est bien une bronze à cloche. Parce que les bronzes à miroir, c'est entre 30 et 35% d'étain. Voilà, ici c'est une bronze à cloche parce qu'on a 23%, 26%. 26% d'étain, c'est comme la construction d'une bronze à cloche. C'est comme la construction d'une bronze à cloche parce que c'est pas une cloche ici. Hein. C'est pas une cloche pour obtenir un bruit. Ici, c'est juste une cloche. Enfin, c'est juste une roue dentée. Une roue dentée. Voilà, c'est juste une roue dentée ici dans l'énoncé. Donc c'est un alpha plus delta. Donc il contient la phase. C'est un bronze contenant la phase, les phases, deux phases, alpha et delta. Et il n'y a pas d'autres éléments d'addition, parce que je vous ai dit que c'est un alliage binaire ici. Hein. Un alliage binaire, donc cuivre éteint, pas plus, et rien de plus. Et effectivement, il vous dit que les bronzes sont la plupart du temps composés de plus de 50% de cuivre, 54% de cuivre, effectivement. Bah, ici, dans ce cas-ci, il en contient plus de 70%. Plus de 70% voilà, la roue en contient plus de 70%. Donc, les problèmes d'Archimède permettent de trouver la composition voilà, en pourcentage d'un alliage, par exemple, binaire, par exemple. Un alliage binaire. Alors, un alliage binaire, c'est facile parce qu'on a deux volumes. Si maintenant vous avez un alliage ternaire, il faudra trouver plusieurs équations, hein, parce qu'on aura le volume, trois volumes à tenir en compte en somme. Mais le problème, il faut des équations. Hein. C'est bien de rajouter dans une formule, rajouter des sommations, c'est bien. Rajouter des composés, c'est bien, c'est-à-dire des sommations. Par exemple, en volume d'immersion, on aura volume de cuivre plus volume d'étain plus volume d'un autre métal. Le problème, c'est qu'il faut des équations pour trouver les solutions. Hein. Il ne suffit pas de mettre n'importe quoi non plus, hein, parce que bon, on doit pouvoir avoir un nombre d'équations qui permettent de trouver des solutions. Parce que si on a trop d'équations qu'on n'a pas suffisamment de solutions, enfin, si on a trop on a trop d'inconnus et pas suffisamment d'équations, on ne sait pas trouver on ne sait pas résoudre le système. Hein. Voilà, donc, faut faire très attention dans ce qu'on recherche aussi. Bah, ici, c'est facile. Bon, c'est du binaire, ça nous donne deux volumes, deux poids, et donc on peut retrouver les masses de chacun des constituants, et donc par là même le pourcentage en masse. Et de dire de quel type d'alliage binaire il s'agit. En tout cas, de quelle phase elles contiennent. Donc c'est la phase, elles contiennent le bronze, ce bronze-là. Le bronze contient la phase alpha plus delta. Je vous remercie.